Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. C'est parti. Les suppressions d'impôts pour les plus riches coûtent autant que les intérêts de la dette en France. Oui, 62 milliards d'euros. Le but de cette manœuvre, c'est de rendre les riches très riches et les pauvres très pauvres. Nous, on a envie de vous rendre très libres. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique, avec ce soir Philippe et Jean-Pierre. Et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à vous. Alors les riches, les pauvres, très pauvres, ça c'est Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Hein, un film qui sera d'ailleurs diffusé ce dimanche. Tu vois. Et donc, qui est tout à fait d'actualité, qui dit des choses très vraies, et toujours d'actualité également. Donc les pauvres, très pauvres. Voilà. Alors aujourd'hui, on est mercredi, donc le mercredi 16 avril. J'aime bien rappeler les dates comme ça, on se souvient mieux des choses. Le 16 avril, on est toujours dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de nouvelles de ce qui se passe à Gaza, comment ça se passe et pourquoi ça se passe. De M. Netanyahou, va-t-il ou pas arrêter, ou va-t-il rester au gouvernement? On entend dire que c'est sa propre population, voire même sa propre armée, aurait tendance à se retourner contre lui. On ne sait pas très bien ce qu'il en est. On est également très suspendu à l'histoire l'affaire de l'Ukraine. C'est pas une histoire, c'est une affaire militaire. Comment est-ce qu'on peut arriver pacifiquement au bout de ce conflit qui n'a plus de logique, en fait, qui n'a plus de logique du tout, autre que celle de se dire il y a parmi les belligérants et ceux qui réclament la guerre, des gens qui ont envie de faire la guerre. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut en conclure. Nous, depuis notre point de vue à nous, de simples observateurs, de simples citoyens. Alors, on se fait aider, bien sûr, par différentes parutions. Je pense à RT, Russia Today, qui peut paraître en français, sur lesquels on a des points de vue un petit peu différents de ceux qui nous sont délivrés par nos mainstream à nous. Hein. C'est les journaux locaux, hein, on va dire, les journaux français ou américains, ou etc. Et bien souvent, dans les journaux américains, d'ailleurs, on trouve des choses plus intéressantes et plus impartiales que dans nos journaux à nous en France. En tout cas, c'est un constat qu'on a eu l'occasion de faire. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que les choses avancent toujours dans le même sens et qu'on plus on avance, plus on est bloqué. Alors je vais prendre un exemple tout simple, c'est les tarifs douaniers. Alors les tarifs douaniers qu'on a déjà eu l'occasion de traiter, enfin dont on a eu l'occasion de parler la dernière fois. Seront-ils à la hausse, sont-ils à la baisse? Évidemment que il faut pas avoir fait maths sup pour comprendre que si tout le monde augmente ses tarifs douaniers, il y aura que des morts économiques bien sûr, hein, et peut-être derrière des morts par la guerre, puisque bien souvent la guerre est déclenchée par des phénomènes d'économie et économiques. Donc évidemment que c'est pas logique. Et la palinodie, alors la palinodie, c'est un mot français, hein, rassurez-vous, mesdames et messieurs, je vais vous dire ce que ça veut dire. La palinodie, c'est un pas en avant, deux pas en arrière. C'est ça une palinodie. Hein. C'est une comédie qui consiste à faire un pas en avant et deux pas en arrière. Cette palinodie-là, on la vit au quotidien, et notamment au travers du chef d'orchestre, c'est Monsieur Trump. Le chef d'orchestre, il nous dit, nous, on va mettre 20% de droits de douane là où il y en avait 5. Et puis le lendemain, il dit, finalement, on va pas le faire, machin. Donc, il est sur tous les fronts. Il est sur tous les fronts de ce qui concerne justement ces tarifs douaniers. Et puis tout le monde s'agite, les Chinois s'agitent, les Russes s'agitent, les Français, les Européens s'agitent, tout le monde s'agite. Alors on a l'impression que c'est un trompe-l'œil tout ça et que c'est fait pour justement attirer l'attention. Vous savez, comme la muleta agite le drapeau devant les yeux du taureau pour lui faire croire que, et puis le taureau se fait leurrer, il avance et il se fait piquer. Donc nous, je dis pas qu'on va se faire piquer, hein, puisqu'on l'a déjà été, pas par la même lance que celle du taureau, mais on l'a été par... voilà, je crois que Jean-Pierre a relevé là. Je l'ai pas fait exprès, mais c'est arrivé comme ça. Et donc on a tous été, tous ceux qui ont été piqués l'ont été, comme dirait l'autre. Et il y a une faible partie, ou en tout cas une partie minoritaire de la population qui ne l'a pas été. Je parle des vaccins en l'occurrence. Hein. Donc je veux pas revenir sur les vaccins, mais je veux rester sur le fait que cette comédie, pour le coup, des tarifs douaniers et cette palinodie, ça a pour but de nous distraire, tout simplement. Hein. De nous distraire de quoi? De ce qui se passe réellement. Voilà.
Alors aujourd'hui, on a quasiment les preuves, et en tout cas, si on n'a pas ces preuves, on a envie d'y croire. Vous savez, des fois, on dit bah, ça, j'y crois moyennement, ça, j'y crois pas du tout, ça, alors là, je rêve, etc. Et puis il y a des moments où on se dit mais mince, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? On n'entend plus rien. Il y a plus rien il y a plus rien dans le casque, il y a plus rien dans la télé à part des âneries. On a l'impression d'être revenu à une sorte de Brigadoun. Vous savez, Brigadoun, c'est ce village imaginaire qui date du Moyen Âge, dans lequel rentrent des personnages réels, enfin supposés réels, et qui arrivent à Brigadoun. Alors c'était un vieux conte anglais, hein, donc et dans lequel on se dit mais on n'est pas à notre place là. Il y a quelque chose qui est en train de dysfonctionner, comme on dit. On n'est pas dans le bon monde. On a subi une sorte de décalage dans le temps ou dans l'espace. On ne sait pas comment dire les choses. C'est arrivé, hein, il y a plein d'exemples de gens qui se sont retrouvés dans des périodes et dans des lieux distants et qui sont revenus. Enfin, les rares qui en sont revenus ont été choqués, évidemment. Hein. C'est des phénomènes qui existent. Donc, si ce sont des phénomènes qui existent, peut-être sommes-nous en train de vivre quelque chose de cette nature. Est-ce qu'on est bien vraiment sur la planète en l'an 2025, le 16 avril 2025 en France? Voilà. Est-ce qu'on est bien là? Oui, bah oui, on est bien là. Alors que nous disent nos politiciens? Bah, nos politiciens nous disent, Monsieur Bayrou nous dit, bah il faut, voilà, c'est la guerre. On est en guerre. Bah c'est marrant parce qu'on avait déjà entendu ça. Monsieur Bayrou, merci, mais on savait déjà. Par contre, on ne sait plus très bien quelle guerre, de quelle guerre nous parlons. Est-ce que c'est la guerre contre les virus qui, par hasard, en plus, n'ont jamais fait la preuve de leur existence dans cette affaire du Covid? Et est-ce que c'est la guerre d'autre chose? Est-ce que c'est la guerre entre les êtres humains? Bah oui, c'est la guerre entre les êtres humains, entre le Hamas et Israël, entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, c'est la guerre un petit peu partout. Voilà. Mais ça veut dire quoi de plus? Donc les gens écoutent la radio, écoutent la télé, etc. Et qu'est-ce qu'on peut en restituer? Alors, il paraît que la Fed, la Réserve fédérale, est tombée. Et il y a plus. C'est fini. Voilà. Mais ça, on l'apprend comment? Ben, on l'apprend par des réseaux qui ne sont pas les réseaux traditionnels des mainstream. Les mainstream ne parlent pas de ça. Ils ne disent pas que ça va pas du tout. Ils constatent juste que la bourse a fait une chute vertigineuse il y a quelques jours, mais ils disent, oh, ça va remonter, vous inquiétez pas, quoi. Voilà. Bon, on a un langage un peu lénifiant pour dire tout ça est normal, etc. Tout va bien, madame la marquise. Sauf que là, on a l'impression que ce sont leurs plans à eux qui sont en train d'aller du mauvais côté, pas les plans à nous ou les plans d'autres sociétés. Voilà. Quand je dis eux, c'est qui? Ben, je pense essentiellement à l'Europe occidentale, à madame von der Leyen, je pense essentiellement à monsieur Macron, évidemment, qui sont du même bois, si je puis dire. Hein. Je pense que madame von der Leyen alors elle a prononcé une phrase très étrange en disant que l'Europe devait s'aligner sur la logique morale du Talmud. Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Hein. Alors la phrase, je garantis pas la phrase au mot à mot. C'est pas du verbatim, mais c'était l'idée, quoi. Elle fait une allusion au Talmud comme étant une référence de quelque chose. Et ben c'est étrange parce qu'on est quand même plus un pays et un continent attaché traditionnellement à la chrétienté, donc voilà, et voire même au catholicisme, plutôt qu'au Talmud. Donc cette référence au Talmud est très bizarre. Est-ce qu'elle annonce des allégeances profondes qui n'auraient pas été vues depuis le début? C'est-à-dire que depuis le début, effectivement, c'était ça, mais on le savait pas. Maintenant, ça y est, on le découvre, compte tenu des circonstances, compte tenu d'un tas de choses, compte tenu d'un certain nombre de changements qui sont en train de se passer. Eh bien, on découvre des choses. Et que le Talmud fait partie, d'après cette dame, de notre vie quotidienne. Bah, charmé de l'apprendre, voilà. Et puis, il y a plein comme ça d'autres choses. Il y a l'ONU qui est en train de dégringoler aussi. L'OMS, on n'en parle presque plus. L'Organisation mondiale de la santé. Bon. Et puis, il y a des gens qui sont attrapés. Ah bon, il y a des gens qui sont attrapés? Bah, oui, il y a des gens qui sont attrapés. Mais ça, on va peut-être pas en parler tout de suite parce que justement ça va être le thème de tout à l'heure, mais avant ça je cède la parole à qui la veut pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je veux bien. J'ai entendu parler de pauvreté et de richesse. Alors je pars du principe que chaque être est riche de ce qu'il est en premier et de ce qu'il a en deuxième. Et nous avons toujours quelque chose, j'ai l'habitude de donner des fruits et des légumes que je récupère, et les gens sont riches du vide qu'ils me donnent, parce que pour moi le vide est précieux.
Ça n'a l'air de rien, mais quand on a trop, c'est encore pire que de ne pas avoir assez. Donc, nous sommes tous riches de notre richesse et la vraie richesse, c'est de la partager. C'est comme ça qu'on accroît la richesse du monde, c'est en partageant ce que nous avons et que les autres n'ont pas. Alors, merci d'avoir entendu et je vous souhaite un bon partage avec vous-même et avec tous vos autres. Je vais partager un petit peu l'ouvrage que j'ai fait cet après-midi, à savoir, j'ai récupéré des images de l'ancien ministre de l'Éducation, Monsieur Perry, sur BFM, qui s'explique, qui donne son avis sur l'Ukraine et sur Monsieur Poutine. L'actualité en images, et on se retrouve juste après. Je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident, c'est juste la réalité historique, c'est tout. On a mis combien? 350 milliards de dollars d'armes, je dirais pas pour rien. Ça a quand même empêché Poutine d'aller jusqu'à Kiev pour l'instant. Mais en tout cas, pour que l'Ukraine perde la guerre et que l'Union européenne perde une guerre qu'elle n'a pas menée. Effectivement, Voilà. mais ferait partie de peut-être une position dans le cadre d'une cessation des hostilités. Là encore, c'est aussi extrêmement flou. Mais c'est très très flou, donc invitez tous les intellectuels moralistes que vous voudrez, ils vous diront autre chose que moi. Mais moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. C'est une catastrophe qui était programmée à partir de 2014. Et là, c'est un petit peu ce qui s'était passé avec la Géorgie, où les Américains ont laissé croire aux Ukrainiens qu'ils pouvaient y aller, qu'ils allaient les aider. Ce qui est vrai, ils les ont aidés. Mais la vérité, c'est que la guerre du Donbass, elle a fait pratiquement 15 000 morts. Elle a été atroce. Il y a eu 6 000 civils massacrés par des milices ukrainiennes abominables. Et donc, ça ne pouvait pas bien se terminer. Pardon de dire ça, mais c'est tellement évident. C'est juste la réalité historique, c'est tout. Alors je sais que ça plaît pas à mes copains moralistes parce que de toute façon il faut dire que Poutine c'est Hitler, mais non, Poutine c'est pas Hitler. Voilà, il a pas encore tué 6 millions de juifs. Voilà, en revanche les Ukrainiens étaient bien partis. Ouais, vous avez bien entendu, une catastrophe programmée depuis 2014. Oui, bah écoute, ça c'est l'allégorée de monsieur Ferry qui se met du côté de ceux qui crient un peu le plus fort, sachant que avant lui il y a pas grand monde qui est au niveau des intellectuels français qui venaient défendre l'idée que c'était les Ukrainiens qui étaient responsables de la guerre en cours. C'était plutôt l'inverse. C'était les pauvres Ukrainiens qui étaient victimes d'une agression insoutenable de la part de monsieur Poutine. Et c'était les pauvres Ukrainiens qui étaient victimes de ça. Et c'est la raison pour laquelle on a fait les sanctions vis-à-vis de monsieur Trump. Si on avait imaginé que c'était pas monsieur Poutine qui était responsable de cette guerre, ben on n'aurait pas fait les sanctions tout simplement. Or, je constate que monsieur Ferry, il n'en parle pas de ça. Il dit pas il serait urgent de retirer les sanctions pour rétablir la vérité politique ou pour montrer qu'on a compris la vérité politique. Alors là, visiblement, c'est pas le cas. Donc, en plus, il parle de la guerre du Donbass. Alors, depuis 2014, il s'est passé plein de choses, mais est-ce qu'il y a eu une guerre officielle au Donbass? Je ne sais pas. Il y a eu des attaques, des massacres de la part, effectivement, des milices qu'on connaît maintenant et qui sont des milices pro-nazis ukrainiennes, qui ont toujours voulu réduire les russophones de l'Est pour plusieurs raisons. Parce qu'ils aiment pas les russophones. C'est dans leur gène, apparemment, et que ça suffit déjà pour eux comme raison pour motiver non pas une guerre, mais un massacre, parce que les armes n'étaient que du côté de l'ouest de l'Ukraine, du côté des nazis, hein. Les ukro-nazis, on va les appeler comme ça. Eh bien voilà, ça c'est tout ce que ne dit pas monsieur Ferry. C'est bien dommage. On parlait de la guerre du Donbass, c'est un peu fort parce que effectivement maintenant il y a une guerre d'Ukraine qui fait des morts. Il y avait au Donbass beaucoup de morts, mais qui n'étaient pas dues à une guerre, qui étaient dues à une agressivité, une agression systématique sur les zones géographiques de l'est de l'Ukraine, qui n'est comment dirais-je, d'un point de vue strictement ethnographique, ethnique, tout simplement. Effectivement, on a affaire à des russophones, et puis de toute manière, on a affaire à des Slaves, c'est-à-dire que les gens qui habitent l'Ukraine, quelle que soit la zone, sont tous des Slaves. Il y a une communauté évidente et il y a un cousinage, comme le dit monsieur Poutine lui-même. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'il a essayé le plus possible de faire l'économie des vies de ces gens de l'Ukraine. Dans cette nouvelle guerre qu'il a été obligé effectivement de déclarer, qu'il a
déclaré que non pas comme une guerre, mais comme une opération spéciale. Bon, on va pas jouer sur les mots. On a fait la même chose, nous, Français, avec l'Algérie. On n'a pas dit que c'était une guerre, on a dit que c'était des événements d'Algérie, comme on parlera plus tard des événements de mai 68. Mais il y a bien eu des échanges de coups de feu. Donc voilà, Monsieur Poutine, lui, il fait l'économie de la vie des hommes qui sont en face de lui, parce qu'il sait que ce sont des cousins. On n'a pas dit des frères, on a dit des cousins. Des cousins parce qu'il y a eu différents mélanges ethniques aussi, il faut dire les choses. Et là où l'Ukraine est la plus représentée, c'est à l'ouest, du côté de la Galicie, du côté de la Pologne, du côté dans ces zones-là, effectivement, ce sont des zones qui sont traditionnellement ukrainiennes et que Monsieur Poutine a déclaré ne pas vouloir toucher. C'est pas ça qu'il voulait. Il voulait protéger les gens qui parlaient la même langue que lui, déjà, premièrement, à leur demande, deuxièmement, pas à son initiative à lui. Il y a des demandes qui sont faciles à récupérer, notamment à l'ONU. Il doit y avoir des traces tout de même de ces demandes de la part de ce peuple qui non seulement ne disposait pas de lui-même, mais se faisait littéralement massacrer. Et donc voilà, et Monsieur Poutine est arrivé en médiateur, je dirais également homme de pouvoir, homme de puissance, parce qu'il savait très bien que son armée était supérieure à celle des Ukrainiens. Il savait très bien que les Ukrainiens, malgré l'aide de l'Occident, malgré l'aide des Anglais, malgré l'aide des Français, malgré l'aide des États-Unis d'Amérique, eh bien, se casserait les dents sur son système militaire, ce qui fut le cas. Donc, à l'occasion de ce règlement de compte, qui était pourtant plutôt, je dirais pas pacifique, mais qui était à minima, une guerre à minimum de la part de monsieur Poutine pour faire en sorte qu'ils comprennent en face qu'ils ne gagneraient pas et qu'ils agitent le drapeau blanc et qu'on en vienne assez rapidement aux décisions, au partage de ce qu'il reste à faire après une guerre, tout simplement. Comment on va faire avec l'armistice. Donc voilà. Donc on en est toujours là. Monsieur Poutine a arrêté les tirs, si je puis dire. Et on a des gens comme monsieur qui nous a parlé, monsieur Ferry, qui arrive un tout petit peu après la bataille ou alors que la bataille est perdue, pour nous expliquer qu'on savait depuis le début que non, monsieur Ferry, il savait depuis le début, oui, mais pourquoi depuis le début n'a-t-il pas réagi? C'est ça la question qu'il faut lui poser. Et avec ces airs de dire, moi je le savais, tout le monde le savait, pourquoi on ne l'a-t-on pas vu? L'attend qui est où? J'aimerais avoir le nom de monsieur On, en l'occurrence. Quand il y a des politiciens dans la boucle, c'est aux politiciens de parler. C'est pas la déesse aux 100 bouches, c'est pas les médias, c'est les politiciens qui doivent parler. Or, les politiciens ont tous dit la même chose. Lorsque monsieur Zelensky, dont on parle de moins en moins, a décidé de son propre chef aller chercher les conditions d'arrêt de la guerre auprès de monsieur Poutine, c'était dans les 2 premiers mois de la bataille de 2022. Eh bien, aussitôt, je crois que c'est le Premier ministre anglais qui est accouru pour nous dire qu'il fallait surtout pas arrêter cette guerre. Ah ben on s'y amuse tellement, évidemment, une guerre c'est tellement rigolo. Et c'est donc ce monsieur qui est venu dire à monsieur Zelensky, non, on continue la guerre, voilà. Alors que Zelensky avait décidé de négocier auprès de monsieur Poutine. Donc il y a bien une évidence pour nous, quand je dis nous, c'est les gens de la résistance, c'est les gens qui ne gobons pas tout ce qu'on nous dit du premier coup, c'est les gens qui réfléchissons et le plus droit possible, on essaye en tout cas, qui se renseignent aussi, qui nous renseignons, et on arrive à des conclusions évidentes, mais depuis 2 ans, les conclusions sont évidentes depuis maintenant 3 ans. Voilà. Alors là, monsieur Ferry fait semblant de nous faire croire que c'était évident depuis le début pour tout le monde. Non, c'était évident pour tout le monde qu'il fallait venir à bout de la Russie, tout simplement, et que la Russie s'est montrée dans un premier temps prudente, dans un deuxième temps retorse, et dans un troisième temps vainqueur de cette guerre qui est perdue. Donc il n'y a plus qu'à attendre les échanges de paix, tout simplement, les conditions de la paix. Et c'est exactement ce qu'est venu faire monsieur Poutine avec monsieur comment il s'appelait, CD James, là, monsieur le responsable des affaires intérieures américains, CD Vance, pardon, JD Vance. JD Vance. Qui a exprimé les choses très clairement, et notamment par rapport à la position de l'Europe dans tout cet ensemble. Il a été très clair. Et maintenant, le tapis nous ayant été retiré sous les pieds, on fait moins les malins au niveau militaire en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest. Les Américains se retirent, on fait comment? Oui, on fait comment? Et maintenant, c'est qui a l'air de gens qui ont été victimes de restrictions, etc. C'est plus nous que les Russes. Les Russes ont profité de ces sanctions pour faire
pour faire retravailler leur machine intérieure, leur machine économique intérieure à grande vitesse. Donc, ils se sont développés en interne. Ils en ont profité en quelque sorte. Alors que nous, on a dit, on reçoit plus les matières premières, on reçoit plus les engrais, on reçoit plus le pétrole, on reçoit plus le gaz de Russie. Qu'est-ce qui nous arrive? On n'a plus rien, voilà. Et ce sont nos sociétés, nos entreprises qui font faillite. On a envie de dire, bien joué au niveau politique, bien joué au niveau économique. On a vraiment des super, on est vraiment encadré par des super. Bon, bref. Donc aujourd'hui, on en est là et on se pose la question quelle sera la prochaine bavure. Donc on a un monsieur Trump qui avance et qui, encore une fois, nous fait faire la valse des tarifs, mais qui avance sur d'autres sujets. Alors je veux bien laisser la parole là. Ouais, surtout que les restrictions, nous connaissons ce soir, nous avons une demi-heure d'antenne, pas plus, alors on va traiter le sujet immédiatement. En attendant, l'EBS, qu'est-ce donc Electronic Broadcast System, et je laisse Philippe nous donner une meilleure définition. Tu l'as donné, c'est un acronyme, Electronic Broadcast System, qu'on connaît depuis déjà un certain temps. C'est quoi? C'est un système d'alerte international, en tout cas américain c'est sûr, mais qui peut être étendu à l'international, via des réseaux de satellites qui consistent tout simplement à prendre la main sur votre téléphone pour vous dire, veuillez regarder telle chaîne à telle heure, quoi. Voilà. Veuillez, ou bien alors avoir un message plus explicite, comme c'est arrivé à Hawaï d'ailleurs, il y a quelques courtes années, où il y a eu une alerte généralisée sur une attaque à la bombe sur l'île d'Hawaï. Et finalement, cette attaque à la bombe n'a pas été menée à bout. La bombe a explosé avant, elle a été détruite, heureusement. Sinon, il n'y aurait plus personne sur Hawaï. Par contre, les gens d'Hawaï ont reçu l'avertissement d'aller vous cacher dans les caves et que Dieu vous garde, quoi. C'est très américain, ça. Parce que quelqu'un savait, les services publics savaient qu'il y avait une attaque sur l'île d'Hawaï. Voilà. Donc ça, c'est l'EBS, l'Electronic Broadcast System, qui existe, dont le principe existe depuis longtemps. Donc c'est la prise de main, en quelque sorte, d'un réseau par un autre. Techniquement, c'est ça. C'est un réseau vient supplanter notre réseau. Alors, ce qui est normal, donc, il est normal donc que ce soit à caractère militaire, puisque c'est toujours dans les réseaux l'armée qui prime, que ce soit des réseaux routiers, des réseaux aériens ou des réseaux de télétransmission, comme c'est le cas ici. Et donc c'était ça. C'était fait pour ça. Et on a toujours dit, on dit encore, et on dit de plus en plus, que cet EBS va être activé lorsque un certain nombre de choses auront été changées au sein de notre système politico-économique international. Rien que ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de parler, de faire des économies pays par pays, ou de faire comme l'Argentine qui visiblement a choisi la bonne martingale pour se redresser. Il faudrait qu'elle nous donne la recette, ça serait bien, hein, ouais. Ou bien d'autres pays qui sont riches à millions quand nous on est en train de couler verticalement. Il faudrait vraiment qu'on s'échange des recettes du bien-être pour que tout le monde soit, ma foi, bien, et qu'il n'y ait plus de guerre, tout simplement, que les gens s'aiment sur cette planète. Mais visiblement, il y a des forces d'opposition qui souhaitent qu'on continue les guerres. Alors ces forces d'opposition, on suppose que c'est des hommes, hein, on suppose. Peut-être des femmes aussi, j'en sais rien. Voilà. Et donc, ils veulent absolument que ça continue. Donc, il y a des mystères autour de tout ça. Donc, ces mystères ne peuvent être délivrés que par des moyens de télécommunication spécifiques. Et il va falloir, c'est mon point de vue, qu'un maximum de personnes sur cette planète comprennent un maximum de choses dans un temps minimum, si on veut faire changer les choses. C'est à ça qu'il faut nous attendre bientôt. Il va falloir comprendre, connaître. C'est-à-dire quelquefois je dis oui, je connais. Ouais, mais ça je connais. Mais est-ce que tu comprends? Non, je comprends pas. Et c'est normal que tu comprennes pas si t'as pas toutes les clés. Quand on n'a pas toutes les clés, on peut pas tout comprendre ce qui nous est mis sous les yeux ou ce qui nous est mis à écouter. Donc voilà. Donc maintenant, demain, il va falloir comprendre, digérer, comprendre. Il y a déjà des écrits qui sortent, hein, je ne vais pas les citer ici, qui nous expliquent un tas de choses. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est pas ça la question. La question, c'est pas quand je suis en train de lire, c'est vrai ou c'est faux. C'est pas ça. C'est est-ce que je suis en train de lire, ça a été fait par quelqu'un de sensé, et comment a-t-il pu accéder à ce type de situation imaginaire? Comment on peut imaginer des situations pareilles si on est juste un simple humain normal, quoi. Voilà. Il y a des gens qui ont des idées. Alors, il y en a plein à Hollywood. À Hollywood, ils vous sortent des films. Vous avez l'impression que vous dites, mais d'où ils sortent tout ça? Mais quel cerveau faut-il avoir pour nous éblouir avec des personnages qui ont des drôles de physique, avec des scénarios impossibles, etc., des disparitions, des gens qui volent dans l'air, etc., etc., etc. Donc toute cette technologie-là, elle est passée au filtre d'Hollywood pour venir nous voir sous la forme d'une visite pacifique. C'est du cinéma, n'est-ce pas? On va au cinéma. Bon,
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas dans ces projections, dans ces présentations, des choses qui pourraient correspondre à certaines réalités? Je dis bien certaines réalités, parce que ce qui est vrai ailleurs peut ne pas être vrai chez nous et inversement. Ça voudrait dire qu'il y aurait plusieurs réalités en fonction des zones, en fonction d'un certain nombre de paramètres que pour l'instant nous ne savons pas connaître, nous ne connaissons pas et nous ne maîtrisons pas. Voilà ce que je peux moi suggérer à tous ceux qui nous écoutent, c'est de se mettre dans la position d'être le moins étonné possible, et pour ça il faut le plus être renseigné possible. Être renseigné le plus possible, c'est mieux. Voilà. Je laisse la parole à nos philosophes. Jean-Pierre, veux-tu t'aider un petit peu? Oui, je vais aborder le terme hostilité, host, l'hôte, c'est à la fois l'accueillant et l'accueilli. Et ça vient, dans son origine, c'est l'autre, qui dans les peuples relativement pauvres est vénéré, celui qui vient de l'étranger, on l'accueille. Et puis, le groupe qui veut détruire l'humanité, que Jutta Angelaki appelle l'oligarchie, a voulu nous faire croire que l'autre était un danger. L'autre, c'est une richesse. Mon autre, c'est la deuxième partie de l'univers. Il y en a deux, en gros. Il y a moi-même et mon autre. Le soleil, c'est mon autre. La terre aussi. Les rivières aussi. L'air aussi. Et en plus, nous respirons tous les mêmes atomes. Nous sommes tous constitués de la même énergie et des mêmes structures atomiques. Alors, de là à dire que nous sommes coussins, moi je dirais plutôt que nous sommes tous frères dans l'univers. Et quelle que soit la réaction de mon autre, il reste mon autre, mon hôte, mon accueillant et mon accueilli. Si je l'accueille dans mon cœur. Merci d'avoir entendu. Et merci à toi, Jean-Pierre, de cette richesse de sens. La preuve est faite comme quoi on peut être riche, rien qu'avec du sens. Et j'aimerais bien, justement, moi aussi avoir cette richesse. Merci, Jean-Pierre. De quoi devons-nous être riches demain? Ça, c'est une excellente question, ça. De quoi serons-nous riches demain? Dans un idéal, dans un monde idéal. Et puis rapidement aussi, je voudrais parler de l'action, de l'activisme de Monsieur Trump, qui a signé des accords avec le président, Monsieur Bukele, je crois son nom, le président du Salvador, pour tout simplement créer des zones de rétention humaine, tout simplement, hein, dans un lieu qui soit inaccessible au droit international. Donc ça sent quand même l'activité militaire, l'activité judiciaire également. Et retenez ça, à mon avis, on va en reparler dans les prochains jours. Très bien, merci à vous d'avoir regardé cette émission. La France Libre, la prochaine édition sera dans 48 heures avec le Conseil national de transition français, canal historique. Juste le temps de vous souhaiter une excellente soirée et notre prochain rendez-vous donc dans 48 heures. Merci, au revoir.